Et au menu ce soir de l'essentiel politique, un Premier ministre qui échappe à la censure socialiste et qui est désormais attendu au tournant sur le budget 2026. Il doit en présenter les grandes lignes le 15 juillet prochain. On reviendra aussi sur la visite surprise d'Emmanuel Macron aux 10 ans des JAM, les jeunes avec Macron. Manifestement, le président français a du mal à passer le relais. Et puis l'homme de la semaine, c'est l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Il est de retour avec un nouveau parti et il cache de moins en moins ses intentions pour 2027. Et tous ces thèmes, on va les aborder avec vous, Benjamin Borel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public. Alors François Bayrou a finalement échappé à la censure déposée par la gauche, mais les ennuis ne sont pas terminés pour autant. Le 15 juillet prochain, il doit annoncer les grandes orientations budgétaires pour 2026. L'objectif, c'est toujours de réaliser 40 milliards d'euros d'économies. Avant d'aller dans le détail des pistes envisagées, un mot du calendrier. Pourquoi présenter ces mesures en plein été? Est-ce que c'est pour nous gâcher nos vacances, tout simplement? Alors non, mais c'est pour pas se troubler celle des parlementaires, parce que le Parlement cessant de siéger à partir du 11 juillet. À partir du 11 juillet, il n'y a plus aucune motion de censure qui ne peut être déposée. Le 15 juillet, François Bayrou a une sorte de vacances lui aussi jusqu'au 22 septembre, à partir de quoi le Parlement va à nouveau siéger. Mais durant les 2 mois qui s'ouvrent à partir du 11 juillet, pas de motion de censure, pas de parlementaire pour lui casser les pieds, pas de questions au gouvernement. Donc en annonçant tout ça le 15 juillet, il espère désamorcer le contenu potentiellement polémique des annonces. Parmi les pistes envisagées, il y a celle d'une année blanche, c'est-à-dire un gel des principales dépenses publiques à leur niveau de 2025. Ça permettrait de réaliser 5,7 milliards d'euros d'économies. De LFI, la France Insoumise au Rassemblement national, l'opposition refuse d'en entendre parler. Pourquoi cette idée fait-elle l'unanimité contre elle? Parce que c'est une idée, je dirais, un petit peu idiote sur le fond. C'est-à-dire que vous gelez des dépenses, sachant très bien qu'il y a des dépenses qui vont être nécessairement dynamiques et que, comme plus est, quand vous voulez, par exemple, augmenter le budget de la défense, vous ne pouvez pas envisager un gel total des dépenses par ailleurs. Ça implique pour tout un tas de revenus, pour tout un tas également de dépenses obligatoires, que le gel compte. Et que donc, à partir de là, malgré tout, une partie des Français soit mécontents. Néanmoins, c'est une solution qui, politiquement, n'est peut-être pas non plus tout à fait idiote, tout bêtement, parce que ça évite de faire des arbitrages. Le gros problème actuellement, c'est que si jamais vous décidez de réduire un budget, la moitié de l'opposition va se cristalliser contre vous. Si c'est un autre budget, c'est l'autre moitié de l'opposition qui va se cristalliser contre vous. Et donc, l'avantage d'un choix arbitraire, fût-il même idiot, c'est que ça met peut-être tout le monde contre vous, et ça ne donne pas le sentiment de donner un point à l'un ou à l'autre. Et donc, à Matignon, on pense que c'est peut-être la moins mauvaise façon de passer. Oui, parce qu'on rappelle que François Bayrou, il dépend des députés du fameux socle commun, principalement constitué des députés LR et Renaissance. Est-ce qu'il peut parvenir à obtenir un front uni de ce socle pour faire passer son budget? Alors, quand vous vous amusez à faire de la politique comparée, que vous demandez si un groupe est dans la majorité ou dans l'opposition, le critère, c'est est-ce qu'il vote ou pas le budget. Si demain les LR, par exemple, devaient ne pas voter le budget, ils sortiraient du socle commun. Or, étant donné qu'ils sont au gouvernement, qui plus est que Bruno Retailleau, on les voit mal aller dans ce sens-là. Toutefois, le socle commun n'est pas suffisant. Le socle commun, c'est un tiers de l'Assemblée. Si jamais l'opposition, une partie de l'opposition vote la censure, notamment si le RN et la gauche s'unissent, eh bien ça finit comme avec Michel Barnier, c'est-à-dire que le gouvernement tombe. Donc François Bayrou ne peut pas se contenter uniquement de son socle commun. Il doit s'arranger pour que soit le RN, soit le Parti socialiste ne vote pas la censure sur ses budgets. Et ça, pour l'instant, c'est pas gagné. À propos d'arrangement, justement, il promet un texte sur la proportionnelle après le vote du budget. La proportionnelle, c'est une réforme du mode de scrutin des élections législatives. Est-ce que c'est justement une façon de faire passer la pilule au Rassemblement national pour qu'il, à minima, s'abstienne lors de ce budget? Alors, il a un plan, François Bayrou. Le plan est bancal, mais le plan existe. Vous savez qu'il y a 2 budgets en France. Il y a le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, bref, le budget de la Sécu. Il est important parce que c'est sur lui que Michel Barnier est tombé la dernière fois. Il n'est pas tombé sur le budget de l'État, il est tombé sur le budget de la Sécu. Dans le budget de la Sécu, François Bayrou imagine mettre quelques dispositions relatives aux retraites, notamment des revendications de la CGT, des choses qui ont pu être acquises dans le cadre du conclave, qui certes a échoué, mais malgré tout dans lequel le syndicat CFDT, proche du Parti socialiste, a pu faire valoir un certain nombre de revendications. S'il met ça,
les socialistes auront peut-être du mal à voter la censure. Et donc, le PLFSS, le budget de la Sécu, ça passe. Et ensuite, vous l'avez dit, reste le budget de l'État, celui où il faut trouver 40 milliards. Celui-là, c'est un tantinet compliqué de le faire passer. Que propose donc François Bayrou? La proportionnelle, certes, mais elle devait être examinée au mois de septembre, avant le texte. Que fait François Bayrou? Eh bien, il le reporte après le budget, après le PLF, après le budget de l'État, en disant au Rassemblement national, si vraiment vous voulez la proportionnelle, eh bien à ce moment-là, il va falloir que je survive jusque-là, il va falloir que vous me laissiez survivre jusqu'à ce qu'on puisse déposer le texte. Donc, eh bien, ne me renversez pas sur le budget. Il y a quand même très loin de la coupe aux lèvres, hein. C'est-à-dire que là, les ficelles du marionnettiste sont extrêmement grandes et épaisses. Marine Le Pen a déjà dit qu'elle ne s'y laisserait pas prendre, donc rendez-vous à l'hiver. Plus c'est gros, plus ça passe, parfois on dit. Emmanuel Macron, lui, il a surpris tout le monde en s'invitant aux 10 ans des jeunes avec Macron, un anniversaire qui s'est transformé en exercice d'autorité. Le chef de l'État a rappelé à l'ordre Gabriel Attal, alors que ce dernier affichait déjà ses ambitions pour 2027. On va écouter Emmanuel Macron. Je suis là pour vous dire merci. Je suis là pour vous dire soyez fiers. Et je suis là pour vous dire j'ai encore besoin de vous et je compte sur vous. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Et ensemble, on ne lâchera rien. Rien. Benjamin Morel, il n'a pas l'air simple, le passage de témoin entre Emmanuel Macron et un potentiel présidentiel comme Gabriel Attal. Non, d'autant que juste avant la séquence que vous venez de montrer, vous aviez un Gabriel Attal qui, lui, tentait tout bêtement de se débattre pour apparaître comme étant celui qui incarnerait l'avenir du macronisme. Donc là, on a un Emmanuel Macron qui non seulement lui vole la vedette, mais explique que eh bien, l'avenir du macronisme s'appelle peut-être Emmanuel Macron. Et ça, évidemment, c'est un premier message qui est envoyé. Ce message, il a peut-être 3 buts. Il a un but peut-être de préparer demain une candidature, mais on en est très très loin pour 2032. Et surtout, eh bien, c'est un message qui vise à dire je tiens encore ce parti. Et ce parti, eh bien, je ne suis aujourd'hui pas un figurant. Je ne suis pas quelqu'un qui a perdu complètement la main durant les 2 années qui viennent et qui laisserait à un successeur, qu'il s'appelle Attal ou Philippe, les rênes du carrosse. De l'autre côté, eh bien, c'est également une non-onction à Gabriel Attal. Autrement dit, c'est une façon de ne pas assurer la succession, de ne pas investir un dauphin, d'une certaine façon, de laisser entendre que le macronisme, ça n'est qu'Emmanuel Macron et ça n'est personne d'autre. Il y en a un qui se verrait également président, c'est Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre vient de lancer son parti politique, la France humaniste. Il se prépare clairement à la présidentielle de 2027 avec un discours qui se veut au-dessus des clivages. Est-ce qu'il faut vraiment prendre cette candidature au sérieux? Alors, le paysage politique est extrêmement mouvant aujourd'hui. Donc, si jamais je devais vous donner la fiche pour 2027, je me tromperais très, très probablement sur qui sera sur la ligne de départ. Tout bêtement parce qu'actuellement, il n'y a vraiment aucune certitude. Et si vous prenez les candidats élus, ne serait-ce que 6 mois avant les dernières présidentielles, eh bien, il s'appelle Dominique Strauss-Kahn, il s'appelle Édouard Balladur, il s'appelle Ségolène Royal. Finalement, beaucoup n'iront peut-être même pas jusqu'à l'élection. Donc, c'est une possibilité, en effet. Il y a quelque chose qui joue pour Dominique de Villepin, c'est que vous avez une figure qui est très ancrée dans l'esprit des Français et qui a une popularité assez large dans à peu près tous les courants politiques, y compris à gauche, quand vous prenez les enquêtes d'opinion. Il y a 2 défauts majeurs pour Dominique de Villepin. Le premier défaut, c'est que vous n'avez pas de parti. Alors certes, il en crée un, mais ce n'est pas un parti au sens structurel du terme, avec une armée de militants, etc., avec l'argent qu'il faut décaisser lorsque vous faites une campagne présidentielle. Alors certes, il a une fortune personnelle, mais une campagne présidentielle, c'est environ, pour la jouer gagnante, 15 millions d'euros. Il faut les trouver, difficile. L'autre aspect, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'espace électoral. Et Dominique de Villepin est surtout populaire dans l'électorat à gauche, voire très à gauche. Ce sont des électeurs qui iront voter Jean-Luc Mélenchon, ils ne vont pas aller voter Dominique de Villepin. Vous avez également une popularité dans l'électorat RN, mais c'est un électorat qui ira voter Le Pen ou Bardella, ils ne vont pas aller voter Dominique de Villepin. L'espace traditionnel d'une candidature de Villepin, c'est le centre. Le centre
où en fait il est beaucoup moins populaire, où il n'a quasiment aucun soutien, et où qui plus est, vous avez déjà tout un tas de candidats, on en a vu un au moins tout à l'heure, sur la ligne de départ, et donc l'espace politique pour une candidature de Dominique de Villepin à ce stade-là, il est encore à trouver. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été notre invité pour l'essentiel politique. Restez avec nous dans quelques minutes, vous retrouvez Fatima Tawane pour le Journal de l'Afrique.